Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par le colonel Jacques Beau, ancien membre du service suisse de renseignement stratégique. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. Il y a donc eu d'importants développements dans la guerre par procuration en Ukraine. Encore une fois, certains accueillent cela avec beaucoup d'optimisme, tandis que d'autres restent plus sceptiques, pensant qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle manœuvre pour imposer un cessez-le-feu, qui deviendrait alors un nouvel accord de Minsk, c'est-à-dire simplement geler le conflit. Geler des lignes de front en train de s'effondrer pour donner à l'OTAN le temps de réarmer l'Ukraine et de reprendre le combat plus tard. Mais je ne suis pas totalement convaincu que ce soit le cas. Il y a effectivement eu un changement intéressant dans la rhétorique. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré qu'il faudrait peut-être reconnaître de facto que la Russie contrôle des territoires ukrainiens. Je me demandais comment tu interprètes l'ensemble de ce sommet, car cela a un peu pris tout le monde, moi y compris, par surprise. Eh bien, absolument. Je pense qu'avant de discuter le fond de votre question, je voudrais simplement ouvrir une parenthèse à propos de Minsk. On entend beaucoup dire qu'il pourrait y avoir un Minsk III ou quelque chose de ce genre. Je pense qu'il est important de comprendre que l'accord de Minsk n'était pas un traité entre l'Ukraine et la Russie. C'était un accord entre Kiev et les deux républiques du Donbass. Et le but de Minsk n'était pas de geler le conflit. Je pense qu'il est très important de comprendre cela. L'objectif de l'accord de Minsk était d'accorder une autonomie à ces régions et d'entamer des réformes constitutionnelles en Ukraine. Et à partir de ces réformes, d'accorder une certaine forme d'autonomie à ces régions. C'est l'accord de Minsk. Il ne s'agissait pas de geler le conflit. Même si, évidemment, pour y parvenir, il y avait aussi l'idée qu'il fallait arrêter les hostilités et tout cela. Mais je pense qu'il est très important de comprendre que l'aspect central de ces accords était la réforme constitutionnelle, que ni les Occidentaux, ni bien sûr l'Ukraine ne voulaient aborder. Et c'est pour cette raison que tout a échoué. Mais pour revenir à votre question, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes un peu revenus à la situation que nous avions en mars de cette année, car nous avons évidemment Donald Trump qui souhaite pas résoudre la situation. Je pense qu'ici encore, il faut être très prudent avec les mots. Il veut trouver, disons, une sortie propre du conflit. Il ne veut donc pas sortir du conflit comme Joe Biden l'a fait en Afghanistan en 2021. Il veut quitter le conflit et avoir un certain calme lorsqu'il partira. Je pense que c'est très important. Et quand on regarde ce qu'il propose ou ce dont il parle, il ne s'agit jamais vraiment de paix. Il s'agit d'un cessez-le-feu. Et d'ailleurs, il est aussi très important de comprendre, et c'est quelque chose que l'on observe depuis en fait juin de l'année dernière, que les seuls à parler de paix sont les Russes. Parce que ce qu'ils veulent, c'est une solution au problème. Dans le cadre de ce processus de recherche de la paix, il peut y avoir un cessez-le-feu. Et le point de départ de ce processus est exactement ce que Vladimir Poutine a déclaré le 14 juin 2024. Il s'agit de la déclaration de l'Ukraine, selon laquelle elle renoncera à l'idée de rejoindre l'OTAN et se retirera des 4 régions de Zaporizhia, Donetsk et Luhansk. C'est le point de départ du processus. La deuxième étape de ce processus consiste à instaurer un cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu ne doit pas être une occasion pour l'une ou l'autre des parties de se réarmer et de se préparer à de nouvelles hostilités. En fait, ce cessez-le-feu doit servir de base au dialogue et aux négociations, qui devraient finalement aboutir à la paix. Ainsi, les seuls à avoir présenté un tel processus sont les Russes.
Les Ukrainiens ne veulent pas s'engager dans une quelconque négociation. En réalité, ils ont été poussés ou forcés à négocier par Donald Trump dans une certaine mesure. Donald Trump lui-même, ou peut-être devrais-je dire son administration. Ce que l'on constate, c'est que ces derniers mois, tous les efforts ont été faits pour imposer une variante ou une forme du plan Keith Kellogg, qui consiste essentiellement à geler le conflit, sans vraiment trouver de solution. Il s'agit d'abord de geler la situation sur la ligne de front ou la ligne de contact. Quant à l'OTAN, il ne s'agit même pas de trouver une solution à ce sujet, car il s'agit de geler la situation et de reporter l'idée de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN à une étape ultérieure, dans 10 ou 20 ans, selon la variante. Et si l'on regarde les Européens et les Ukrainiens, l'accord auquel ils sont le plus disposés à s'engager est en réalité un simple cessez-le-feu, sans aucune condition, ce qui signifie qu'il s'agit d'un cessez-le-feu en suspens, qui n'est pas intégré dans un processus comme le souhaitent les Russes. Et c'est essentiellement un cessez-le-feu qui leur permet en fait de se réarmer et de reconstituer leur stock d'armes et autres choses de ce genre. Il est intéressant de noter que dans la rhétorique européenne, et c'est très clair quand on écoute Emmanuel Macron par exemple, il assimile le cessez-le-feu à la paix, même s'ils reconnaissent aussi que le cessez-le-feu est temporaire, qu'il n'apporte pas de solution, et qu'en fin de compte, les régions conquises par la Russie devraient être reprises par l'Ukraine. Donc, le cessez-le-feu est temporaire. Ce n'est absolument pas la paix. Mais dans le récit européen, on dit que Poutine ne veut pas de cessez-le-feu parce qu'il ne veut pas la paix. C'est une déformation des termes, ce qui est assez intéressant. Mais essentiellement, c'est la situation. Et maintenant, nous avons Trump qui veut sortir du conflit. Par conséquent, il aimerait parvenir à une sorte de règlement qui n'est probablement même pas un accord de paix, mais simplement un règlement temporaire. Mais pour y parvenir, il doit convaincre Vladimir Poutine qu'il souhaite précisément une solution temporaire d'une manière ou d'une autre. C'est là que Keith Kellogg a échoué dans sa présentation. Son plan a été rejeté par les Russes. Et étonnamment, nous avons Steve Rykov, qui apparemment a eu plusieurs heures de discussion avec Vladimir Poutine, mais qui, semble-t-il, n'a pas réussi à comprendre exactement ce que voulaient les Russes. Et c'est là la chose la plus surprenante de toute l'histoire, si vous voulez, car je m'attendais à ce que Steve Rykov ait compris ce que les Russes voulaient et qu'il y ait eu des réflexions au sein des partis occidentaux, je veux dire les États-Unis, l'Europe, etc., pour voir comment nous pourrions répondre aux exigences russes et ukrainiennes. Cela n'a pas eu lieu. Donc ce que je constate aujourd'hui, c'est que comme il l'a tenté en mars, Donald Trump veut probablement essayer de convaincre Vladimir Poutine de changer d'avis. Encore une fois, je ne sais pas de quoi ils vont parler, mais c'est le meilleur scénario. Le pire scénario serait qu'il essaye de convaincre Poutine, car cela échouera. Les Russes ont déjà été échaudés par ce qu'ils ont vécu avec les accords de Minsk et avec les 3 différentes tentatives de négociation. Vous vous souvenez de février 2022, mars 2022, puis août 2022. Toutes ces tentatives ont échoué à cause de l'intervention européenne. Et maintenant, les Russes ne veulent plus discuter pour rien. Ils veulent discuter pour obtenir un résultat. Et comme ils sont en train de gagner sur le terrain, ils essayent d'imposer leur vision de la solution. Tous les efforts de Trump pour faire changer d'avis Poutine. À mon avis, je veux dire, encore une fois, je ne peux pas anticiper. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais mon sentiment est qu'il finira par échouer. Dans le meilleur des cas, il essaiera de comprendre ce que veut Poutine, puis il ira en parler à Zelensky.
Apparemment, ce qui a été décidé, c'est qu'il y aura d'abord une réunion bilatérale entre Trump et Poutine, puis une seconde réunion bilatérale entre Trump et Zelensky. Dans le meilleur des cas, Trump comprend ce que veut Vladimir Poutine et essaie ensuite de négocier cela, ou tente de convaincre Zelensky de trouver un moyen d'accommoder ses points de vue. C'est ainsi que je vois les choses. Et je pense que les Américains ont commencé ou avaient en tête de faire la même chose en mars, bien qu'ils aient eu à l'époque un problème supplémentaire, qui était de rétablir une sorte de dialogue diplomatique. En fait, si l'on lit les transcriptions des différentes négociations ou discussions entre les États-Unis et la Russie au début du mois de mars, en mars, essentiellement, elles étaient principalement axées sur le rétablissement de relations diplomatiques normales, y compris tous les aspects techniques que cela implique, comme la réouverture de l'ambassade russe à Washington, D.C., et toutes ces choses-là. C'était donc avant tout une question technique. Mais fait intéressant, à cette époque, même cette discussion, qui était essentiellement une question bilatérale concernant les relations diplomatiques, a été très mal interprétée par les Européens, qui ont vu une tentative de Trump de négocier la paix par-dessus la tête de Zelensky et, bien sûr, des Européens. Je pense que cela n'a jamais été la véritable idée de Trump. C'est mon interprétation personnelle. Il a probablement essayé d'imposer une solution, tenté d'imposer ce plan de Keith Kellogg, mais au final, l'idée était qu'il agirait en tant que médiateur. Même si c'est assez étrange, car comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, les États-Unis sont une partie prenante du conflit et n'ont donc pas les caractéristiques d'un médiateur. Mais c'est là que la schizophrénie de Donald Trump entre en jeu, car il peut dire, eh bien, c'était la guerre de Biden et ce sera la paix de Trump. Ainsi, il peut se détacher des actions du gouvernement américain précédent et jouer le jeu en tant qu'acteur externe, et donc endosser le rôle de médiateur. Je pense que c'est plus ou moins la psychologie de toute cette affaire. Que ce soit une bonne chose ou non, que ce soit efficace ou non, je n'en sais rien. Le fait est que c'est ce qu'il veut faire. Et à ce jour, comme c'était déjà le cas auparavant d'ailleurs, il est le seul à être en position de le faire. Parce que du côté européen, il n'y a aucune capacité à dialoguer avec les Russes. Il n'existe aucun instrument pour cela. Je veux dire, le Service européen pour l'action extérieure, dirigé par Kaja Kallas, n'est absolument pas adapté à ce genre de situation. Quand j'entends Kaja Kallas, ce qui me vient toujours à l'esprit, c'est le dicton qui dit que lorsque le seul outil que vous avez est un marteau, tous vos problèmes ressemblent à des clous. Et pour elle, tous les problèmes qu'ils rencontrent, que ce soit la Chine ou l'Inde, c'est toujours la Russie. Quel que soit le problème, c'est toujours la Russie. Il n'est donc pas possible pour une telle personne de s'engager dans un dialogue diplomatique honnête. Par conséquent, vous pouvez oublier les Européens, l'Europe en tant qu'institution. Et quand on parle de personnes comme Keir Starmer, Friedrich Schmitz ou Emmanuel Macron, ils n'ont aucune crédibilité auprès des Russes. Donc ils sont inutiles dans ce contexte. Ainsi, la seule capacité de médiation possible que nous ayons à ce stade, c'est Donald Trump, parce qu'il est prêt à assumer ce rôle. Voilà où nous en sommes actuellement. À mon avis, même si en Europe, on a tendance à penser que la paix ne peut pas être négociée sans l'Ukraine et ce genre de choses, je pense que cela est un peu hors sujet à ce stade. Car peu importe ce que Trump et Poutine vont discuter, l'idée n'est pas d'éviter l'Ukraine. C'est simplement pour éviter, je veux dire, les gens se rendent compte que les relations qui existent entre les différents acteurs ne sont pas assez mûres pour permettre un dialogue direct entre la Russie et l'Ukraine. Par conséquent, il nous faut d'une certaine manière quelqu'un, et ce serait Trump dans ce cas,
Ce n'est probablement pas le meilleur choix, mais c'est la personne qui est là pour établir le contact. Et nous aurons ce genre de diplomatie dite de la navette, où Trump joue le rôle d'intermédiaire pour parler à Poutine puis à Zelensky et voir ce que... C'est ainsi que j'imagine le processus. Et c'est probablement ainsi que les Russes perçoivent également le processus. Donc je pense que c'est plus ou moins ce qui va se passer. Trouverons-nous une solution ou non? C'est une autre question. Encore une fois, je pense que les Russes restent fermes sur leur position et ils ont l'avantage sur le terrain. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, ils ont fait une suggestion. Non, pas une suggestion. Ils ont défini leur position en juin de l'année dernière. Ils n'ont absolument pas changé d'avis. Ce que nous avons vu dans le mémorandum distribué par les Russes à la délégation ukrainienne à Istanbul début juin reflète exactement ce que Vladimir Poutine a dit en juin de l'année dernière. Mais c'était un peu plus, disons, détaillé. Et vous avez en quelque sorte un scénario, si vous voulez, de ce que les Russes proposent. Mais dans l'essence, c'est cela. L'Ukraine déclare qu'elle ne rejoindra pas l'OTAN. Elle se retire de toute la région. Ensuite, nous entamons un cessez-le-feu. De ce cessez-le-feu devrait découler un processus visant à engager de véritables négociations de paix. Lors de cette négociation, la question des territoires ne sera pas abordée, en réalité, car c'est une condition pour accepter la négociation en tant que telle. De la même manière, l'OTAN ne sera pas discutée, car c'est une condition pour entrer dans la négociation. Mais ce qui doit être discuté, ce sont les conséquences de cela, c'est-à-dire comment définir des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Et souvenez-vous qu'en mars ou avril de l'année dernière, 2022, les Ukrainiens eux-mêmes ont proposé de ne pas rejoindre l'OTAN et à la place d'obtenir des garanties de sécurité de la part de plusieurs nations garantes, parmi lesquelles la Russie était d'ailleurs incluse. Et il y avait ces pays qui garantissaient la sécurité de l'Ukraine. Et c'est probablement ce que Vladimir Poutine envisage, un accord similaire. Mais bien sûr, en avril 2022, une telle solution était en échange du retrait des forces russes. Aujourd'hui, ce retrait des forces russes est très probablement exclu par les Russes. Par conséquent, il y aura des négociations sur des garanties de sécurité, mais sur la base des nouvelles frontières de la Fédération de Russie, qui incluent les 4 régions et bien sûr la Crimée. Et je pense que du côté russe, il n'y a absolument aucune discussion sur le fait que la Crimée doit rester sous la juridiction de la Fédération de Russie. Aussi, pour des raisons historiques, je ne parle pas d'histoire ancienne, pas du XVIIe siècle ou de choses comme ça, mais de l'histoire très récente de l'Ukraine. Puisque, comme vous le savez, en fait, c'est de facto l'Ukraine qui a annexé la Crimée en 1995. Et le référendum de 2014 était en réalité une réaction à l'annexion de la Crimée par l'Ukraine en 1995. Et la base de tout cela était le référendum qui a eu lieu le 20 janvier 1991, qui a accordé l'autonomie à la Crimée et a placé la Crimée sous la juridiction de Moscou et non plus sous celle de Kiev. Et c'est cette situation qui a finalement poussé l'Ukraine à annexer la Crimée en 1995. Donc je pense que pour les Russes, la question de la Crimée est déjà réglée. Mais pour les 4 régions, il y a évidemment encore des discussions à ce sujet. Et je pense que ce sera ce que vous pourriez... D'ailleurs, quand vous entendez parler de la discussion sur le gel de la ligne de contact ou sur la possession de toute la région, tout cela montre que les 4 régions sont encore en question, alors que la Crimée ne l'est plus. Je suis content que vous ayez mentionné que l'accord de Minsk était entre l'Ukraine et le Donbass, car tout a tendance à... Je pense qu'un problème clé pour parvenir à la paix, c'est que nous ne définissons pas le conflit de la même manière.
cela signifie aussi qu'il n'y a aucune solution commune. Donc, de 2015 à 2022, je me souviens que les Européens et les Américains essayaient toujours de redéfinir le conflit comme étant entre l'Ukraine et la Russie, en disant, vous savez, que la Russie ne respectait pas Minsk. Et les Russes devaient encore et encore leur rappeler, nous ne faisons pas partie de l'accord de Minsk. C'est entre le Donbass et l'Ukraine. Mais le problème demeure. Quel est ce conflit aujourd'hui? Parce que pour les Européens, il s'agit uniquement d'un conflit entre la Russie et l'Ukraine, où un camp est l'agresseur, tandis que la Russie le définit comme un conflit entre l'OTAN et la Russie, dans lequel les Ukrainiens sont utilisés comme intermédiaires. Mais cela influence, je suppose, la façon dont on perçoit la guerre, ou ce que signifie la paix. Car lorsque Zelensky parle de paix, il dit que dans tout accord de paix, il faut continuer à exercer une pression et à punir la Russie, ce qui est une paix étrange. Et les Européens disent aussi qu'il faut continuer à faire pression sur la Russie, maintenir les sanctions. On ne peut pas les récompenser avec l'analogie habituelle à Hitler. Mais encore une fois, si vous pensez qu'il s'agit d'une guerre entre l'Ukraine et la Russie, alors la paix, dans l'esprit européen, devra passer par le maintien du confinement de la Russie, de véritables garanties de sécurité pour l'Ukraine, et par le refus de récompenser l'agression. C'est ce genre de recette pour la paix. Mais si vous reconnaissez qu'il s'agit aussi d'une guerre entre l'OTAN et la Russie, alors tout le débat sur l'offensive et la défense entre en jeu. Toute garantie de sécurité pour l'Ukraine serait perçue comme une poursuite de la guerre de l'OTAN contre la Russie. Donc bien sûr, les Russes ne peuvent pas accepter cela. Et donc, la situation semble vraiment bloquée à ce niveau. Mais cela soulève en quelque sorte la question, parce que vous savez, vous êtes colonel dans l'armée suisse, vous faites du renseignement. Et vous dites maintenant, 6 mois après le début de la présidence Trump, qu'il ne comprend pas nécessairement ce que veulent les Russes. Sont-ils trompeurs ou essaient-ils de nous duper? Ils doivent être européens, car ils doivent reconnaître que l'OTAN fait partie de ce conflit. Et c'est la même chose avec Trump. Lorsqu'il continue de se positionner comme médiateur, affirmant vouloir arbitrer un conflit entre la Russie et l'Ukraine. Si c'est le cadre qu'il adopte, il n'y a aucune perspective de paix, et c'est ce qui m'inquiète. Je n'entends parler maintenant que de territoire, mais le territoire est une conséquence de la guerre. Mais où sont les discussions sur la neutralité? Où sont les discussions sur l'architecture de sécurité européenne? Essayent-ils de nous tromper, ou ne savent-ils tout simplement pas faire mieux? Parce que le renseignement américain est plutôt bon. Je pense que c'est une excellente question que vous posez, car en fait, tout le monde a raison. Il y a à la fois une guerre entre la Russie et l'Ukraine, et en même temps, c'est une guerre entre l'OTAN et la Russie. Je pense que c'est très important, et c'est pourquoi il faut revenir à la genèse du conflit. À mon avis, ce que nous devons faire, c'est revenir à ce qu'Alexei Arestovitch, l'ancien conseiller de Zelensky, a dit en mars 2019. Je veux juste vous montrer, enfin je ne veux pas montrer toute la vidéo, mais je pense qu'il est important de comprendre quelle était l'idée derrière cela. Car les Ukrainiens, en 2019, avaient l'idée que ce qui empêchait l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN, c'était le fait qu'ils avaient un conflit ouvert avec la Russie. Par conséquent, afin de faire disparaître ce conflit, ils avaient besoin d'une guerre ouverte avec la Russie et de vaincre la Russie. Car si la Russie était vaincue, alors le problème n'existerait plus. L'Ukraine serait victorieuse et pourrait donc entrer dans l'OTAN. La Russie n'existerait plus, dans une certaine mesure. C'était l'idée. Et quand on écoute ce qu'Arestovitch disait en mars 2019, c'est exactement ce type de raisonnement qui prévalait à l'époque. Si l'on compare ce qu'Arestovitch disait en 2019
affirmant que l'objectif est de devenir membre de l'OTAN en remportant la victoire contre la Russie, on retrouve presque la même phrase prononcée par Jens Stoltenberg 5 ans plus tard, disant que pour entrer dans l'OTAN, l'Ukraine doit l'emporter sur la Russie. Nous avons donc cette idée de base qui constitue la raison pour laquelle les Ukrainiens se sont préparés à lancer une offensive contre le Donbass en 2021. Souvenez-vous de ce décret de Zelensky, selon lequel l'Ukraine s'engagerait dans la reconquête du sud du pays et de la Crimée. À partir de ce moment-là, il y a eu un renforcement des forces ukrainiennes autour du Donbass. On voit essentiellement cette ligne qui a été construite à cette époque, et l'un des derniers éléments de cette ligne est précisément Pokrovsk. L'idée était d'attaquer le Donbass pour provoquer une intervention russe. Ensuite, en misant sur les sanctions massives de l'Occident, on s'attendait à ce que la Russie s'effondre, tout simplement. Que le régime s'effondre, que l'économie s'effondre, et donc que l'Ukraine obtienne une victoire claire contre la Russie. Voilà la logique. Et c'est la raison qui explique pourquoi. En décembre, parce que les Russes savaient évidemment ce que je savais à l'époque, et ils le savaient aussi. Lorsqu'ils ont fait leur proposition à la mi-décembre 2021, il s'agissait essentiellement de dire à l'Ukraine « Vous ne serez pas membre de l'OTAN ». Et je pense que c'est le point clé, car l'Ukraine avait décidé de devenir membre après une guerre. Donc, dire clairement à l'Ukraine qu'elle ne serait jamais membre de l'OTAN aurait empêché la guerre qui a commencé dans le Donbass début février. Je veux dire, le tout début de l'offensive ukrainienne a eu lieu le 16 février 2022. Dire que, quoi que fasse l'Ukraine, elle ne sera pas membre de l'OTAN aurait empêché cela, et aurait donc empêché les Russes de s'engager dans cette intervention militaire. Il est également important de se rappeler, d'un point de vue du droit international, que la Russie n'a jamais déclaré intervenir en Ukraine à cause de l'OTAN. La justification de l'intervention en Ukraine était de protéger la population du Donbass, qui était soumise à l'offensive commencée le 16 février. Sur la base de cet événement, le 21 février, la Russie a reconnu l'indépendance des deux républiques. Cette justification est importante, car vous vous souvenez peut-être que Vladimir Poutine avait refusé de reconnaître l'indépendance de ces deux républiques auparavant. Mais le 21 février, il a changé d'avis, pour une raison. C'est très simple. En reconnaissant, non pas en accordant, mais en reconnaissant l'indépendance de ces deux républiques, cela a permis à ces républiques de demander une assistance militaire sur la base d'un traité d'amitié et d'assistance militaire qui a été établi le 22 février. Ce traité a été ratifié par le Parlement de la République de Donetsk, la République de Lugansk et la Douma à Moscou le 23. Sur la base de ces traités, qui ont ensuite été ratifiés, les deux républiques pouvaient demander une assistance militaire à la Russie, et la Russie pouvait alors invoquer l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Et si vous lisez la déclaration du gouvernement russe du 24 février 2022, il a invoqué l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui permet une coalition, si vous voulez, entre des pays afin de protéger la population des deux républiques du Donbass. Cela n'a d'ailleurs pas été démontré, mais constaté par les observateurs de l'OSCE, car ils ont noté, et je l'ai mentionné dans mes livres, parce que j'ai vérifié tous les rapports des observateurs de l'OSCE. Je connais personnellement l'un de ces observateurs de l'OSCE à cette époque, qui était auparavant à l'OTAN lorsque j'y étais moi-même, et qui a confirmé exactement ce que j'ai dit. Cela signifie que le 16 février 2022, les Ukrainiens ont commencé un intense bombardement du Donbass.
Et cela a été, pour les Russes et pour les républiques du Donbass, l'indication qu'une offensive était en cours, ce qui a déclenché la suite des événements. Il est donc important de comprendre, oui, la raison fondamentale reste l'expansion de l'OTAN, mais la raison pour laquelle les Russes sont intervenus, d'un point de vue légal, n'est pas l'OTAN. C'est la protection des civils. Et cela est très important, car quelle que soit notre opinion sur l'OTAN et la façon dont nous considérons la légalité ou l'illégalité, ou la légitimité ou l'illégitimité de l'action de l'OTAN, cela ne permettrait pas, en soi, légalement, à la Russie d'intervenir en Ukraine. Mais l'attaque contre les civils en Ukraine constitue la raison fondamentale de s'engager dans un conflit. Et encore une fois, cela a été défini dans ce qu'on appelle la responsabilité de protéger, qui est un principe des Nations Unies. Il y a 3 piliers, et le 3e de ces piliers intervient lorsque tout le reste a échoué. Je veux dire les initiatives diplomatiques et tout cela. Lorsque la seule solution pour prévenir ou protéger la population est une intervention militaire, alors cela peut se faire en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Ainsi, la boucle est bouclée. Et nous voyons que tout le processus dans lequel les Russes se sont engagés. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous parlons des causes profondes du conflit, il s'agit en fait d'un problème à 2 volets. Et c'est très important à comprendre. Il ne s'agit pas seulement de l'OTAN, il s'agit aussi de la protection de la population. Et dans l'esprit, comme cela a d'ailleurs été expliqué par Sergueï Lavrov, l'idée de demander à l'Ukraine de se retirer des 4 régions n'est pas seulement dans le but d'étendre le territoire russe. L'idée derrière cela est de placer la population de ces régions sous la protection de la Russie. Pourquoi cela? Encore une fois, avec les Russes, il y a toujours une raison. La raison derrière cela est que le 1er juillet 2021, le Parlement ukrainien a adopté une loi, la loi sur les peuples autochtones, qui accorde des droits différents aux Russes par rapport au reste des citoyens ukrainiens. Par conséquent, cette loi crée une discrimination entre les citoyens ukrainiens d'origine russe et les autres citoyens d'Ukraine. Sur la base de cette loi, qui d'ailleurs, au moment de son adoption, a été comparée par certaines personnes, même s'il faut être prudent avec cette comparaison, certains ont comparé cette loi de 2021 aux lois de Nuremberg de 1935 en Allemagne, qui avaient été promulguées pour discriminer entre les Allemands ethniques et ceux qui étaient d'origine mixte avec des Juifs. Disons-le ainsi pour simplifier le problème. En substance, il s'agissait d'établir une distinction entre les Juifs ayant la citoyenneté allemande et les Allemands n'ayant aucun Juif dans leur famille. Ainsi, l'essence de cette loi est fondamentalement qu'elle accorde des droits différents, non pas en fonction de ce que vous faites, mais de ce que vous êtes. Et c'est exactement ce que vous avez avec cette loi du 1er juillet 2021. Cette loi d'ailleurs a donné à Vladimir Poutine l'occasion d'écrire un article extrêmement long, le 12 juillet de la même année, pour expliquer que cette loi n'avait aucun sens. Mais dans l'esprit des Russes, cette loi était extrêmement importante. Et aujourd'hui, elle refait surface dans le sens où, pour protéger la population russe d'Ukraine de cette loi, il faut conserver ces 4 régions. C'est, disons, la justification ou l'explication légaliste pour ces 4 régions. En plus de cela, il y a le deuxième aspect des causes profondes, à savoir que l'Ukraine devrait renoncer à l'idée de devenir membre de l'OTAN. En fait, cela va un peu plus loin que ce qui figurait dans la constitution de l'Ukraine. Je crois que c'était la constitution de 1992 ou 1996, je ne me souviens plus exactement. Où dans cette constitution, il n'a jamais été question de neutralité ou d'appartenance ou non à une alliance.
Mais il était clairement écrit et défini ou déclaré que l'Ukraine n'accepterait pas de forces étrangères ou de troupes étrangères sur son territoire, troupes, bases ou installations étrangères, ce que certains interprètent comme de la neutralité. Eh bien, nous pouvons donner l'interprétation, mais le mot neutralité n'apparaît pas dans cette constitution. Quoi qu'il en soit, ce que les Russes ont en tête aujourd'hui, c'est un retour à cette situation où l'Ukraine renonçait à l'adhésion à l'OTAN. Car si vous êtes membre de l'OTAN, ipso facto, vous aurez des troupes sur votre territoire, puisque c'est la logique de l'alliance. Ce sont donc ces deux aspects, et par conséquent les territoires, la demande russe concernant les territoires, c'est-à-dire les 4 régions, et la question de l'OTAN. Ces deux éléments sont liés dans cette idée des causes profondes. Il n'y en a pas un qui prime sur l'autre. Les deux sont liés. Et pour cette raison, je doute que Vladimir Poutine abandonne ces deux conditions. Et pour moi, cela oriente probablement cette discussion. Encore une fois, cela dépend de la façon dont Trump réagit à cela. Et tout le reste. Mais je suis un peu sceptique quant aux résultats de la discussion, parce que je pense que les Européens ne sont pas assez mûrs, ou disons que leur compréhension du conflit n'est pas assez mature pour comprendre que s'ils n'acceptent pas la proposition de la Russie aujourd'hui, la Russie continuera d'avancer, et l'Ukraine sera dans une bien pire position pour négocier dans 6 mois, 1 an ou peu importe. Voilà un peu la situation. Je pense qu'il est important de comprendre toutes ces relations, parce que quand on analyse la façon dont les Russes abordent le problème, c'est extrêmement systématique. Il y a une logique très forte là-dedans. Le problème, c'est qu'en Occident, nous avons tendance à chercher des raccourcis pour comprendre l'ensemble de la situation. L'OTAN représente un problème pour la Russie. Mais souvenez-vous que lorsque les États baltes sont devenus membres de l'OTAN, la Russie ne les a pas envahis. Vous voyez, lorsque la Turquie est devenue membre de l'OTAN en 1952, l'Union soviétique ne l'a pas envahie. Le problème est survenu lorsque les Américains ont commencé à déployer ces missiles, les missiles nucléaires Jupiter, en Turquie. Et cela a déclenché la crise des missiles de Cuba. Voilà tout le processus. Les Russes sont donc extrêmement méthodiques. Oui, l'OTAN est un problème. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils savent très bien que l'objectif de l'expansion de l'OTAN est aussi d'assurer une forme d'encerclement de la Russie. Et, dans le cas de l'Ukraine, d'utiliser ou de détourner l'Ukraine pour atteindre cet objectif. Donc, l'Ukraine a été, je dirais, la victime involontaire de cela. C'est triste parce que j'ai mentionné la discussion d'Alexei Arestovitch en mars 2019. Mais en avril 2019, il y avait un document très détaillé de la Rand Corporation qui expliquait tout cela. Et ce document expliquait que l'utilisation abusive de l'Ukraine dans le but d'affaiblir la Russie et de provoquer la Russie conduirait à une perte de territoire. Et je pense même l'avoir ici. Pour ceux que cela intéresse, nous pouvons le voir. Voici le document de la Rand Corporation, et il est écrit. Cependant, une telle démarche pourrait également avoir un coût important pour l'Ukraine, ainsi que pour le prestige et la crédibilité des États-Unis. Cela pourrait entraîner des pertes ukrainiennes disproportionnellement élevées, des pertes territoriales et des flux de réfugiés. Cela pourrait même conduire l'Ukraine à subir ces désavantages. Et ce n'est qu'un aspect du risque lié à la politique américaine d'utiliser l'Ukraine pour affaiblir la Russie. Le problème, c'est que nous avons tendance à ignorer tous ces éléments. Mais en réalité, cela fait partie d'une stratégie cohérente mise en œuvre par les États-Unis et plus encore par l'OTAN. L'OTAN n'étant qu'un outil des États-Unis, soyons clairs. Et cela a en fait été clairement calculé dès le départ. L'Occident a pris le risque de sacrifier l'Ukraine au nom de l'arrogance américaine.
for the purpose of US hubris. And we are exactly in that situation today. The problem is Et nous sommes exactement dans cette situation aujourd'hui. Le problème, c'est que depuis environ 3 ans, nous avons eu le récit occidental affirmant que Poutine est un méchant, qu'il voulait envahir toute l'Ukraine, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous nous rapprochons du moment et de l'endroit où la réalité entre en contact avec ce récit. Et nous assistons lentement à l'écart qui se creuse entre le récit et la réalité. Et c'est précisément, en fait, l'essence du problème auquel les États-Unis seront confrontés en Alaska. Parce que la réalité est exactement ce que les Russes ont toujours dit. The reality is exactly what the Russians have always said, and regardless of how we like or don't like. Et que l'on aime ou non Vladimir Poutine, le fait est qu'ils ont été cohérents depuis le tout début. L'Occident a déformé toute l'affaire, y compris l'accord de Minsk. Et comme vous l'avez parfaitement dit auparavant, il s'agissait d'une tentative délibérée de transformer cet accord interne de Minsk en un accord international. D'ailleurs, les Français ont joué un rôle clé dans le développement de ce récit, avec le soi-disant format Normandie. Car ce format est apparu lors de l'anniversaire du débarquement en Normandie, où Vladimir Poutine pouvait rencontrer Poroshenko, Angela Merkel et Macron. L'idée de Macron était, ou plutôt de Hollande, pardon, c'était François Hollande. Et l'idée était que ce format pourrait aider à résoudre la crise. Mais le problème, c'est que dans ces circonstances, à Normandie, il n'y avait que les chefs d'État et non les chefs des républiques du Donbass. Essayer de résoudre le problème uniquement avec les chefs d'État en oubliant les républiques du Donbass était une déformation de l'essence des accords de Minsk. C'est pourquoi les Russes ont toujours refusé de discuter de la question des accords de Minsk ou de leur mise en œuvre dans le format Normandie, parce que ce n'était pas le bon public pour cela. The crime pace. Because that was the wrong audience for that. The Minsk agreement is something. L'accord de Minsk est quelque chose qui aurait dû être résolu entre Kiev, Luhansk et Donetsk. Point final. Ursula von der Leyen a également joué un rôle déterminant dans l'élaboration de ce récit d'ailleurs. En 2021, elle a fermement soutenu cette idée d'Emmanuel Macron, selon laquelle il s'agissait d'un traité international. Mais cela n'a jamais été un traité international. Ainsi, une fois de plus, toute la perception que nous avons du conflit arrive aujourd'hui à un moment de vérité. Notre incompréhension et notre déformation du conflit sont désormais confrontées à la réalité. Et c'est ce à quoi les Européens font face aujourd'hui. Les Européens sont quelque peu confrontés à leurs propres contradictions. J'aime ce que tu as dit, à savoir que la logique russe a au moins du sens et qu'elle est cohérente. Parce qu'encore une fois, depuis les années 90, ils répètent la même chose. Que si l'on essaie de construire une Europe sans la Russie en élargissant l'OTAN, cela deviendrait inévitablement une Europe contre eux. Ainsi, une Europe hégémonique sous l'OTAN deviendrait alors un encerclement de la Russie. Ce serait une continuation des politiques de la guerre froide. Cela deviendrait une menace existentielle à laquelle ils devraient répondre. Donc ils tiennent le même discours depuis plus de 3 décennies. Et on retrouve la même chose dans les détails de ce conflit. On m'accuse souvent d'être plus compréhensif envers l'argument russe. Mais c'est aussi parce qu'il y a souvent plus de logique de ce côté-là, car au moins on peut en discuter. Lorsque vous assistez à des conférences en Russie, vous pouvez discuter des arguments qu'ils ont avancés au cours des 3 dernières décennies. Ce qui me désole souvent ici en Europe, c'est qu'il n'y a aucune discussion sur la position, et il est très difficile de savoir quelle est cette position. Vous savez, un jour ils reconnaissent, oui bien sûr, comme dirait Macron, que la Russie doit faire partie de l'Europe, sinon nous aurons des problèmes à l'avenir. Et le lendemain, non, l'OTAN n'a rien à voir avec cela. Ce sont simplement les Russes qui ont soif de territoire. Il n'y a donc aucune cohérence.
Ils ne cessent de faire des allers-retours. Et si vous remettez en question certains de ces points, même avec des faits froids et indiscutables, qu'on ne peut pas écarter au vu du bilan à long terme qui a mené à cette situation, il y a toujours cette tendance à recourir à l'analogie avec Hitler. Eh bien, c'est Hitler, et si nous ne l'arrêtons pas maintenant? Ou alors, on revit sans cesse 1938 à travers Munich. Cette approche est toujours tellement propagandiste. Tout tourne autour de la personnalité de Poutine. On ne parle pas des intérêts nationaux. Il ne s'agit que de dire à quel point Poutine est un homme mauvais avec son passé au KGB. Et si l'argument n'a pas été éliminé, on passe à la censure et à l'annulation. C'est donc un argument très malhonnête. Et je pense que nous nous trompons nous-mêmes en refusant de voir la situation telle qu'elle est, car alors, il n'y a pas d'issue. Mais cela m'amène à ma dernière question, à laquelle vous avez déjà partiellement répondu, je crois. Que font les Européens dans tout cela? Parce qu'ils semblent effectivement paniqués. C'est ainsi qu'ils réagissent. Mais comme vous l'avez dit, s'il y a un accord pire demain qu'aujourd'hui, il est dans votre intérêt national de conclure un accord aujourd'hui. Comme nous l'avons vu ces 2 derniers jours, avec l'effondrement des lignes de front, surtout au nord de Pokrovsk, où les Russes ont avancé de 11 km en une journée dans un territoire non défendu. C'est assez remarquable. On constate que la situation s'intensifie et qu'elle devient de plus en plus difficile pour les Ukrainiens. Donc, si nous perdons la guerre, c'est-à-dire si l'OTAN perd cette guerre par procuration, pourquoi ne pas faire la paix? En effet, toute cette volonté de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN mettrait l'OTAN en guerre directe avec la plus grande puissance nucléaire du monde. Même l'objectif n'a aucun sens. Et je n'entends aucun bon contre-argument, encore une fois, à part le fait qu'il faudrait arrêter le nouveau Hitler qui veut restaurer l'Union soviétique. Tout ce blabla habituel. Mais d'où vient cette panique? Pourquoi? Comment les Européens interprètent-ils la situation différemment? Y a-t-il simplement un vide stratégique? Est-ce lié au départ des Américains d'Europe? Ou est-ce la nécessité de traiter avec un Russe en égal, alors qu'il était censé rester tranquillement dans un coin de l'Europe? Je veux dire, je veux dire comme vous, je vis ici en Europe, mais je ne comprends pas de quoi ils parlent. Je ne comprends pas l'argument qu'ils avancent. Je pense que nous avons répondu à la question. Vous avez aussi répondu à la question. Car en fait, le problème des Européens, c'est qu'ils n'ont pas de stratégie. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent accomplir. Ils n'ont pas d'objectif, je veux dire, au-delà d'affaiblir la Russie, ce que nous ne voyons pas se produire. Mais ils n'ont pas de véritable objectif. Et puisqu'ils n'ont pas d'objectif, ils ne peuvent pas avoir de stratégie. En fait, quand on regarde l'Europe, on voit qu'ils n'ont pas de position. Parce que leur position, c'est un récit. C'est ce qu'ils ont. Ils ont un récit, mais pas de position. Et aujourd'hui, le problème, c'est que le récit, il n'est pas très solide. En fait, ils ont changé de récit. Parce qu'au départ, tout tournait autour de l'affaiblissement de la Russie, et la Russie n'a plus d'économie, n'a plus de pétrole, ce n'est plus qu'une station-service. Ils n'avaient plus d'artillerie, ils n'ont plus de chars, plus d'armées, nulle part. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'ils menacent encore l'Europe. La Russie menace toujours l'Europe. Et même le chef d'état-major français considère la France comme la cible principale de la Russie d'ici 5 ans. Donc nous voyons qu'il n'y a pas de position. Nous nous accrochons simplement à des récits, c'est tout. Cela signifie qu'en ne sachant pas ce que nous voulons atteindre, nous ne pouvons pas définir de moyens d'arriver là où nous voulons aller. Et cela est très évident dans tout le processus de négociation que nous avons vu ces derniers jours. Car ce que nous constatons, c'est que, au lieu de réfléchir à la manière de faire face aux exigences russes, tous les efforts des Européens consistent à essayer de trouver une position commune.
Ils négocient donc entre eux, au lieu de tenter de résoudre le problème. Donc, ils combattent le problème, d'une certaine manière, au lieu d'essayer de trouver une solution. Et c'est, en essence, ce que nous avons observé, non seulement pour ce conflit, mais aussi pour d'autres. Vous voyez le conflit en Palestine, et soudain, Emmanuel Macron déclare qu'il va reconnaître la Palestine. Et en quelques jours, tous les autres à reconnaître la Palestine. Alors, quelle est leur stratégie nationale? Quel est leur intérêt national? Soudain, tout change simplement parce que la France a encouragé les autres. Donc, tous ces gens, vous avez mentionné, vous avez utilisé les mots « vide stratégique ». Et je pense que c'est exactement là où en est l'Europe. Nous avons des dirigeants en Europe qui ont une très faible culture politique, qui sont à mon avis intellectuellement incompétents pour les fonctions dont ils ont la charge. Et le problème, c'est que même s'ils sont intellectuellement trop faibles pour comprendre la situation, ils n'ont pas la sagesse de s'entourer de conseillers plus intelligents qu'eux. Vous savez, quand j'étais enfant, enfin, pas enfant, mais plus jeune, on se moquait de Ronald Reagan parce qu'il n'avait pas la réputation d'être un grand intellectuel. Il avait été acteur et tout ça. Mais cet homme avait quelque chose de très particulier, car il savait qu'il n'avait pas toutes les capacités intellectuelles pour faire son travail. Alors il s'est entouré de conseillers capables de le conseiller correctement. Et les conseillers qu'il avait étaient extrêmement compétents et avisés. Et au final, Ronald Reagan, et on peut critiquer sa politique et son économie, la Reaganomics et tout ça. Mais au final, il a laissé un très bon héritage, parce qu'il a eu la sagesse de choisir de bons conseillers. Et puis, quand on regarde Keir Starmer, Emmanuel Macron et tous ces types, on se demande où sont leurs conseillers. Ils sont probablement encore moins compétents que les dirigeants eux-mêmes. Par conséquent, on constate qu'il n'y a aucune stratégie pour aucun de ces conflits. Au cours des 2 ou 3 dernières années, nous avons eu le conflit à Paris, le conflit avec l'Iran, le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, tous ces conflits, et l'Europe est absente. Alors que cela devrait être un intérêt prioritaire de l'Union européenne en tant qu'entité collective, ou au moins pour certains pays au sein de cette entité. Mais il n'y a aucun moyen de voir. Lorsque nous cherchons une réponse au problème irano-israélien, vers qui nous tournons-nous? Je veux dire, nous nous tournons vers Washington. Nous ne nous tournons pas vers Bruxelles. C'est pareil pour la Palestine. Personne ne pense à se tourner vers Bruxelles parce que personne n'attend de Bruxelles qu'elle apporte une quelconque réponse à cela. Nous ne nous tournons même pas, comme c'était probablement le cas il y a quelques décennies, vers Paris, Berlin, Londres ou Rome, pour avoir au moins quelqu'un capable de proposer une solution si l'Union européenne n'en était pas capable. Mais personne ne pense même à ces gens-là, parce qu'ils ne sont même pas capables d'apporter des solutions à leurs propres problèmes. Il y a donc clairement un vide stratégique. Mais je pense qu'au-delà de ce vide stratégique, il existe un vide intellectuel en Europe, en particulier parmi les dirigeants. Et je crois que c'est là que réside le problème. À chaque fois, et vous avez également souligné ce problème, si vous essayez de décrire la situation, alors les gens diront « Oh, vous êtes pro-Poutine, vous aimez Poutine, etc. » La question n'est pas de savoir si vous aimez Poutine ou non. Le problème, c'est qu'il y a un problème. Et que vous aimiez les Russes ou non, le fait est qu'ils vont prendre Pokrovsk. Le fait que la Russe progresse. Le fait est que l'Ukraine se retire. Le fait est que des soldats ukrainiens désertent et tout cela. On peut probablement ajouter un peu de narration et quelques histoires sur des Russes qui font défection, etc.
Cela existe sans doute aussi, mais cela n'a pas l'ampleur que l'on observe en Ukraine, et c'est la réalité. Et lorsqu'il s'agit d'élaborer un plan ou une stratégie, il ne faut pas se baser sur ses préférences ou ses aversions, mais sur la réalité du terrain. Et ce qui m'inquiète, car nous revenons à la discussion que nous aurons vendredi en Alaska, ce qui m'inquiète, c'est que nous n'obtiendrons probablement aucun résultat, parce que l'Europe ne veut pas de résultat, car cela reviendrait à accorder une récompense à Poutine. C'est tout simplement stupide. Nous devrions trouver une solution afin de préserver ce qui reste de l'Ukraine, et non pas récompenser Vladimir Poutine. De toute façon, il se peut très bien que nous terminions cette série de discussions sans résultat. Et quelle en sera la conséquence? Eh bien, la Russie continuera d'avancer sur le terrain. Ils continueront à détruire systématiquement les forces ukrainiennes. Et nous atteindrons un point où les Russes arriveront aux portes de Kiev, comme ce fut le cas en mars 2022. Et alors, les Ukrainiens et les Européens seront forcés d'accepter tout ce que les Russes exigeront, car ils n'auront absolument aucune autre option pour s'opposer aux Russes. Ils n'ont pas beaucoup d'options aujourd'hui d'ailleurs, mais ils ne s'en sont pas encore rendus compte. Mais si nous attendons quelques mois, nous arriverons probablement au point où les Européens le réaliseront. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, je veux dire, encore une fois, je ne suis pas en contact avec Zelensky, mais mon sentiment personnel est que Zelensky doit sincèrement regretter de ne pas avoir signé l'accord qu'il avait conclu en avril 2022. Il regrette probablement d'avoir écouté les Européens à ce moment-là. Et je me souviens que ce n'était pas seulement Boris Johnson. Il y avait aussi les Français et les Allemands qui ont poussé Zelensky à retirer sa propre proposition. Il est très important de préciser qu'il s'agissait d'une proposition ukrainienne. Elle avait déjà été signée par la délégation ukrainienne et les Russes étaient satisfaits et prêts à signer. Mais Zelensky a retiré sa propre proposition à la demande des Européens. Et je pense qu'aujourd'hui, il doit probablement le regretter amèrement, car cela aurait été l'opportunité de sa vie. Il ne l'a pas fait, et aujourd'hui, il sera contraint d'accepter quelque chose de bien plus gênant et désavantageux pour l'Ukraine. Et c'est dramatique. Je pense que les Européens ont vraiment été l'entité la plus perverse dans ce conflit. Je veux dire, on peut discuter, encore une fois, on peut débattre, de la pertinence de l'intérêt américain à affaiblir la Russie et de la manière dont la Russie a répondu avec une opération militaire spéciale. Nous pouvons discuter de tout cela. D'une certaine manière, les États-Unis et la Russie estimaient défendre leurs propres intérêts, à tort ou à raison. Mais les Européens n'ont aucun intérêt en jeu dans cette affaire. Vous savez, ils sont complètement extérieurs. Et au lieu de jouer le rôle qu'ils auraient pu avoir, celui de médiateur, essayant de résoudre le problème avant 2022 et après 2022, ils ont pris parti pour l'Ukraine. Ils sont devenus une partie prenante du conflit au lieu d'être ceux qui se trouvent au milieu. Et par conséquent, ils ont joué un rôle très pervers, car aujourd'hui, on voit que les États-Unis aimeraient se retirer et trouver une solution. Et maintenant l'Ukraine, si l'Ukraine était seule à discuter, elle ouvrirait probablement davantage de dialogue avec les États-Unis afin de trouver une solution, et peut-être même trouverait-elle un moyen de dialoguer avec la Russie pour résoudre le problème. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que les Européens encouragent Zelensky à ne pas parler et à ne pas se conformer à ce qui est évident pour tout le monde. Et ils ne prennent pas de risques. Ils se contentent de pousser l'Ukraine devant eux. L'Ukraine est le pays qui souffre réellement de toute cette situation. Les Européens restent discrètement en retrait, poussant Zelensky en avant. Et surtout aujourd'hui,
alors que les États-Unis ne cherchent pas nécessairement à résoudre le problème, mais au moins à calmer la situation. Pourquoi les Européens se considèrent-ils encore comme une partie prenante du conflit? C'est quelque chose qui m'est totalement incompréhensible. Je ne comprends pas cela. Il y avait tellement d'opportunités qui auraient été bien plus constructives, qui auraient pu être mises en œuvre pour vraiment aider les Ukrainiens, car aujourd'hui, l'Ukraine perd des gens, ceux qui ont émigré. Et c'est intéressant de voir dans les médias ici en Belgique que beaucoup de personnes disent, je veux dire, des Ukrainiens qui ont été réfugiés ici, mais qui sont maintenant installés ici en France, en Belgique. Ce sont des personnes très compétentes et ils sont extrêmement doués pour apprendre une langue étrangère comme le français. Et tout cela. Ce sont donc des personnes qui se sont intégrées très rapidement dans la société. Ils ont bien sûr été très bien accueillis par les Français, les Belges, etc. Et aujourd'hui, la plupart de ces personnes se sont mariées. Je veux dire, je connais plusieurs personnes qui ont épousé un ou une Ukrainienne dans les deux sens, des hommes épousant des femmes belges et vice-versa. Et beaucoup de gens, parce qu'ils sont compétents et instruits, ont aussi trouvé un emploi. Donc, pour eux, retourner en Ukraine est presque hors de question, surtout dans un pays qui a été totalement détruit. Le résultat de cela, et on voit exactement la même chose en Pologne d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, l'Ukraine se retrouve avec une économie épuisée, tout est détruit, etc. Qui va reconstruire l'Ukraine? Avec quel argent? C'est un autre problème de poursuivre la guerre. Non seulement on perd davantage d'hommes et de territoires, mais on perd aussi la capacité d'avoir une Ukraine viable, avec des gens qui y vivent et la reconstruisent. Je pense que cela n'est plus possible. C'est complètement fou. Et l'Europe a joué un rôle très pervers, car pour elle, avoir tous ces Ukrainiens en Europe servait de propagande pour dire « Oh, tous ces gens veulent être européens ». Et aujourd'hui, ce que l'on observe est très intéressant. Récemment, lorsqu'il y a eu toute cette affaire avec le Nabu et le Sapo, je veux dire Metz, toute la question des bureaux anticorruption, et tout cela en Ukraine, Yulia Tymoshenko s'est adressée à la Rada et a demandé la dissolution de ces organisations dirigées par des Occidentaux. Et Yulia Tymoshenko a déclaré « Il est temps de se décoloniser de l'Occident ». Donc, on voit maintenant en Ukraine des gens commencer à comprendre que l'Occident n'a pas, surtout les Européens. Et bien sûr, il y a des ultranationalistes, il faut aussi le dire. Mais lorsque vous voyez les manifestations, et je l'ai vu moi-même lorsque j'étais en Ukraine, vous voyez des manifestations d'Ukrainiens, des ultranationalistes. Vous voyez le drapeau européen, c'est-à-dire le drapeau de l'Union européenne, avec une croix rouge sur la couronne d'étoiles, car beaucoup de gens comprennent que l'Union européenne n'est probablement pas la solution qu'ils souhaitent. Nous avons donc ici une Europe qui utilise l'Ukraine, disons-le, à des fins de propagande. J'irais même jusqu'à dire à des fins purement propagandistes. Et des Ukrainiens qui commencent à réaliser qu'ils sont instrumentalisés par les Occidentaux et qu'ils ont probablement besoin d'indépendance, certes vis-à-vis de la Russie, mais aussi probablement vis-à-vis de l'Europe. Nous entrons donc dans une situation très étrange lorsque nous observons ce qui se passe actuellement en Ukraine. Et cela montre que ce que les Européens ont fait à l'Ukraine n'a pas été d'aider l'Ukraine. En réalité, l'objectif des Européens a toujours été d'affaiblir la Russie, pas d'aider l'Ukraine. Et cela répond à votre question. L'Europe n'est pas prête à faire face à la situation à venir ou à une situation où il y aurait une forme d'apaisement, car elle ne sait pas comment faire. Elle sait comment affaiblir la Russie, mais elle ne sait pas comment aider l'Ukraine.
et elle n'aura probablement même pas les ressources nécessaires pour vraiment aider l'Ukraine à se reconstruire, et tout ce qui s'ensuit. Donc je pense que le rôle de l'Union européenne et des Européens en général a été extrêmement pervers, extrêmement négatif. Et c'est probablement, pour être honnête, le plus négatif de tous les acteurs. Je ne pense pas que ces politiques envers l'Ukraine et la Russie auraient été possibles s'il y avait eu un peu d'honnêteté intellectuelle. Parce que je me souviens qu'en 2014, quand ils ont renversé le gouvernement, j'ai dit, vous savez, il va y avoir, même à l'université de Sydney, je prévenais, vous savez, il va y avoir une catastrophe. Et vous savez, ils disaient, oh, eh bien, c'est un argument pro-russe. Si vous soutenez l'Ukraine, vous soutenez cela. Mais alors, ils n'auraient perdu aucun homme. Ils auraient même eu la Crimée. J'ai dit la même chose à propos de Minsk. Si on annule cela, que tout le monde considère comme la seule voie pacifique pour résoudre le conflit, alors la guerre sera la seule option. Et encore une fois, cela est également qualifié de pro-russe, parce que Minsk n'était pas équitable. Et vous poursuivez cela jusqu'à Istanbul aujourd'hui. Et même aujourd'hui ou hier, Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, a déclaré que nous devons accepter que certains territoires resteront de facto sous contrôle russe après la guerre. Je veux dire, si quelqu'un avait dit cela il y a 3 ou 4 jours, cela aurait été un argument du Kremlin. Cela aurait été de la propagande russe. Cela aurait été pro-russe, anti-ukrainien. Vous savez, c'est juste. Et tout cela est malhonnête. Si on nous avait permis de dire les choses les plus évidentes et d'avoir un véritable débat, ils n'auraient pas pu détruire l'Ukraine de cette manière, ce qu'ils ont fait. Mais nous en sommes là. Je suis d'accord avec vous. Cette malhonnêteté intellectuelle, c'est très intéressant. J'ai mentionné par exemple l'histoire de la Crimée. Quand on voit des historiens, et j'ai lu de nombreux articles parlant de la Crimée, de la Russie et de tout cela, mais aucun de ces historiens ne mentionne par exemple le référendum du 20 janvier 1991. Parce qu'évidemment, cela va à l'encontre de l'idée reçue selon laquelle la Crimée a toujours été ukrainienne, point final. Et cette malhonnêteté intellectuelle se manifeste de 2 façons. La première, c'est évidemment ce à quoi vous faisiez référence. C'est-à-dire qu'il existe une forme de pensée qui impose une censure, je dirais, une sorte de censure intellectuelle, qui empêche quiconque de dire quelque chose qui va à l'encontre du récit communément admis. C'est la première chose. Mais il y a aussi la partie active. Cela signifie ceux qui ont délibérément déformé l'histoire afin de façonner, de créer une nouvelle histoire, littéralement. Donc le monde académique doit aussi, à mon avis, être tenu en partie responsable de cela. Mais aussi, je veux dire, vous venez du monde académique. Je viens du monde du renseignement. Et le monde du renseignement est certainement le premier qui devrait être considéré comme responsable de cela. Parce qu'au bout du compte, la raison d'être d'un service de renseignement stratégique est de fournir aux décideurs une information rationnelle fondée sur des faits. Et quand on voit des gens comme Macron, Keir Starmer ou d'autres prendre manifestement de mauvaises décisions, alors on peut se poser 2 questions. Est-ce que cet homme écoute ses services de renseignement? Ou deuxième question, est-ce que les services de renseignement font correctement leur travail ou font-ils bien leur travail? Parce que si l'on commence à analyser la situation d'un point de vue très factuel, alors on en arriverait à tout ce dont nous avons discuté pendant cette émission. Et ensuite, eh bien, le décideur ou les responsables politiques peuvent prendre leurs décisions. Mais ils devraient prendre cette décision en sachant que leur choix n'est pas en accord avec ce que disent leurs services de renseignement. Ce n'est pas en accord avec la réalité. Leur décision repose sur une sorte de réalité alternative ou une perception de la réalité qui n'est pas celle décrite
par leurs services de renseignement. Et encore une fois, je le dis toujours parce que c'était mon ancien métier, mais le renseignement stratégique est un élément central, enfin pas central, mais important, de l'état de droit lorsqu'on gouverne un pays. Parce que cela empêche les dirigeants de prendre des décisions à l'aveugle et de décider sans fondement. Le renseignement doit fournir les éléments objectifs pour la prise de décision. Et ce que l'on voit aujourd'hui, quand le chef d'état-major de l'armée française dit que la Russie aura la France comme cible principale d'ici 5 ans, on se demande d'où tient-il cette information? Je veux dire, personne n'a jamais dit cela. Si vous analysez les forces armées russes, vous pouvez voir qu'elles ne sont pas préparées à une offensive à travers toute l'Europe. Ils ne sont certainement pas prêts à occuper toute l'Europe, et ils n'ont jamais exprimé l'idée d'envahir l'Europe. Ils n'ont même jamais exprimé l'objectif de le faire. Je veux dire, pourquoi feraient-ils cela? Pourquoi la France serait-elle un objectif ou une cible principale? Pourquoi? Parce qu'ils aiment la Tour Eiffel. Vous savez, ce genre de déclaration sortie de nulle part, sans aucune justification, est pour moi l'expression d'une profonde faiblesse intellectuelle, pour employer des termes polis. C'est une profonde faiblesse intellectuelle parce que toute personne simplement instruite se demanderait immédiatement « Pourquoi? Veulent-ils des croissants le matin? Pourquoi voudraient-ils faire de la France une cible principale? Cela n'a aucun sens. » Vous pouvez faire ces déclarations sans les étayer par aucune preuve. Mais c'est le climat dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous contestez, par exemple, eh bien, cela n'a aucun sens. Alors de quel côté êtes-vous? Êtes-vous du côté des Russes? Exactement. Je remarque la même chose dans ce pays. On peut dire n'importe quoi, quelque chose d'absurde qui n'a aucun sens, sans aucune preuve. Mais vous savez, on peut dire que Poutine mange des enfants au petit déjeuner, ou que CNN a des reportages affirmant qu'il se baigne dans du sang de reine. Mais qui va s'y opposer? Qui va critiquer cela et dire « Eh bien, cela n'a aucun sens ». Mais, vous savez, alors on vous accusera de prendre le parti des Russes. Et la seule chose qu'ils veulent savoir, c'est « Êtes-vous dans les tranchées avec nous? Avez-vous choisi le bon camp ?» Vous voyez ensuite, il ne vous reste plus qu'à répéter le même discours. Nous sommes donc dans cette situation étrange, où l'on peut dire tout ce qu'on veut, et personne ne cherchera à le contredire. Et vous savez, restaurer l'Union soviétique? Oui, bien sûr, pourquoi pas. C'est ce qu'ils disent vouloir faire. Mais qu'est-ce que cela signifie? Veulent-ils le retour du communisme? Vont-ils annexer le Kazakhstan? Il n'y a aucune logique, aucune preuve, rien. Il suffit de le répéter, sinon vous faites partie de l'ennemi. Cela explique pourquoi l'Europe n'a pas de stratégie. Car comment peut-on fonder une stratégie sur de simples déclarations de ce genre? Ce n'est pas possible. Et c'est précisément là le problème. C'est pourquoi l'Europe, je veux dire la direction européenne, est en crise aujourd'hui, parce qu'elle n'a pas de réponse à la situation créée par Trump, qu'il ait raison ou tort. Mais c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il veut parler à Vladimir Poutine et personne n'a de réponse à cela. Car la seule réponse serait que Poutine est un méchant, ne lui parlez pas. Mais cela revient simplement à combattre le problème au lieu de le résoudre. Et c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais encore une fois, écoutez Annalena Baerbock, écoutez Kaja Kallas, écoutez Ursula von der Leyen. Que peut-on attendre de ces personnes? Je veux dire, ces personnes ne sont pas à la hauteur, intellectuellement. Je veux dire, elles se concentrent uniquement sur un ennemi. Encore une fois, c'est comme le dicton sur le marteau et les clous. Vous savez, elles ont un marteau et la Russie est leur clou. Et c'est toujours la Russie, la Russie, la Russie.
Même s'il y a une taxe sur les lits d'hôtel à Paris, c'est la faute de la Russie. Je veux dire, tout est la faute de la Russie. C'est complètement insensé. Donald Tusk s'est exprimé sur Twitter en affirmant que les nationalistes ukrainiens qui se battent avec des Polonais dans les rues de Varsovie, c'est l'œuvre de Poutine. Tout est Poutine. Mais il n'y a aucune preuve. Qui oserait demander des preuves? Parce qu'alors on prendrait le parti de la Russie. Donc c'est juste, c'est tellement... Exactement, oui. C'est tout simplement incroyable. Merci beaucoup. J'essaie d'être optimiste à ce sujet au moins. Oui, je veux dire il faut être optimiste, car au moins nous commençons à dialoguer. Je pense que le simple fait d'accepter de parler, et au final, comme certains l'ont dit, cette rencontre, quel qu'en soit le résultat, est un succès pour la Russie, parce que pour la première fois, un dirigeant occidental important s'adresse directement à Vladimir Poutine, ce qui jusqu'à présent avait été presque exclu par tous les autres dirigeants. Donc il y a déjà un aspect positif. Et je pense que l'initiative lancée par Trump, et encore une fois, je suis très critique envers Trump, mais il faut reconnaître qu'il a initié certaines bonnes choses. Et le fait qu'il ait commencé à reprendre des relations diplomatiques avec les Américains est déjà un bon début. Car le tout début de toute résolution de problème consiste à avoir la capacité de se parler et d'échanger des points de vue. Et c'est une première étape. C'est probablement une toute petite étape, mais c'en est une. Jusqu'à présent, si nous devions attendre quelque chose des Européens, nous n'aurions rien, car ils n'ont pas été capables d'élaborer une quelconque solution, ou même pas une solution, mais disons une stratégie pour s'engager dans une forme de résolution du problème. Non, ils ne veulent pas de solution. Donc au moins, nous en sommes là. Nous avons commencé, repris le dialogue avec la Russie. Et je pense que c'est une avancée positive. Le fait que les États-Unis prennent l'initiative est en soi une bonne chose, car nous savons que même si Trump ne veut pas accepter le fait que c'est une guerre américaine, c'est la guerre de Biden, pas celle des États-Unis. Mais dans tous les cas, même s'il ne le fait pas, il a le poids politique et le poids géopolitique sur l'Ukraine et sur les Européens pour au moins pousser vers une solution ou pousser vers une amélioration de la situation, disons-le ainsi. Je ne suis pas sûr qu'il parvienne à la paix, car cela demandera du temps. Encore une fois, personne ne sait. Mais étant donné l'écart que nous avons entre la vision ukrainienne-européenne et la vision russe à ce stade, je ne suis pas sûr que nous aurons un résultat rapide. Mais la première étape, c'est de se parler. Si nous y parvenons, je pense que nous aurons déjà accompli quelque chose. Donc je suis d'accord, Palmford, pour dire que nous devons être optimistes à ce sujet. Je suis d'accord. Donc oui, merci encore. Et oui, j'ai hâte de vous reparler la prochaine fois. Merci. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.